Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce dimanche 8 décembre 2019. Les robinets sont toujours à sec dans des quartiers comme Haria, Lawakam ou encore Skaturbam. Le calvaire continue pour ces populations malgré la décision de l'État du Sénégal de réquisitionner le personnel gréviste de la SDE. Arlene Bock va bouder le dialogue national par la voix de sa co-coordonnatrice. La plateforme exige la libération de ses 9 membres qui participaient à la marche contre la hausse du prix de l'électricité. Invité du jury du dimanche, Neifat Ndiaye Diop Blondin dénonce une discrimination à l'endroit des citoyens sénégalais. Une raison suffisante pour que Arlene Bock décide de ne pas prendre part au dialogue national. Et le reportage du jour, nous vous proposons une découverte, un sport peu connu, le karting. Plusieurs jeunes sont attirés par cette discipline automobile, mais des obstacles se dressent à eux. La cherté du matériel, le reportage de Mamadou Sissoko à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Malgré la décision du président de la République de réquisitionner le personnel gréviste de la SDE, la distribution normale de l'eau n'est pas encore effective dans beaucoup de quartiers de Dakar. Le calvaire continue pour les populations. Reportage Abdourahmane Ly, Seleman Diallo. Moins de 48 heures après la réquisition du chef de l'État des agents de la SDE pour assurer l'approvisionnement en eau potable, la situation reste inchangée. Le calvaire continue. Les habitants des HLM Grand Yoff, cité millionnaire, entre autres, sont tous confrontés aux difficultés liées à la pénurie d'eau. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs voitures garées qu'on doit laver. Vous imaginez un peu, ça nous bloque sur beaucoup de nos activités. Le président de la République avait sommé les agents de la SDE de rétablir la situation, mais rien jusque-là. Une pénurie qui interroge les habitants de Khariala. Le liquide précieux ne coule plus, malgré l'intervention du président. Dans beaucoup de quartiers à Grand Yoff, nous rencontrons des difficultés liées à l'eau. Je peux dire que depuis plus de 3 jours, ce sont ces réserves d'eau qu'on utilise. Et de 3 à Wakam, cité assemblée. Ces habitants ne sont pas épargnés, ce qui les contraint à trouver une alternative. Depuis 4 jours. Nous n'avons pas d'eau depuis 4 jours. Nous achetons l'eau à la boutique. Mais ces bouteilles d'eau sont en rupture de stock, raison pour laquelle nous nous sommes rabattus sur d'autres vendeurs d'eau. Au début, c'était à 1000 francs. Aujourd'hui, ils vendent le baril d'eau à 3000. Wakam, cité Avion, aurait pu faire partie de la longue liste des quartiers sans eau, mais tout est rentré dans l'ordre il y a 2 jours. On a constaté une coupure depuis quand? Je pense mardi, mercredi. Mais quand on est rentré le vendredi du travail, on a trouvé que c'était revenu. En attendant, cette partie de la population prend son mal en patience, espérant un retour à la normale très vite. La plateforme Arlene Bock dénonce au plus haut point l'arrestation de certains de ses membres, Guy Marius Sagna et compagnie. Ces derniers avaient pris part à la marche pour dire non à la hausse du prix de l'électricité. Une marche qui avait conduit jusqu'aux grilles du palais de la République. Et aujourd'hui, la co-coordonnatrice de cette plateforme Arlene Bock pointe une discrimination. Neifat Ndiaye Diop Blondin demande la libération de ses 9 camarades arrêtés devant le jury du dimanche. Elle a également fait savoir que la plateforme Arlene Bock ne va pas prendre part au dialogue national. La synthèse avec Youssouf Konté. Aucun décret ne peut être au-dessus de la Constitution. Tous les citoyens ont le droit de manifester leur colère, même devant les grilles du palais présidentiel, selon Neifat Ndiaye Diop Blondin. La co-coordinatrice de la plateforme Arlene Bock dénonce par ailleurs la réquisition du personnel de la SDE par le président de la République. À partir du moment où on a vu des partisans du pouvoir réclamer d'être reçus par le président, enjamber les grilles et être reçus par le président qui leur a demandé de se calmer et qu'il les recevra, nous avons du mal à comprendre qu'on nous dise que venir toucher la grille constitue un délit, je ne sais pas, qui remettent en sécurité. Ils sont 2 pelés et 3 tondus
accompagnés de slogans chantant dans la rue, qui ne sont pas venus à catimini, ils ne se sont pas cachés. Et vous êtes contre les réquisitions? Ah non, je suis contre. C'est-à-dire tout ce qui est... les réquisitions partielles, on est d'accord. Il faut un service minimum. Attention, il faut un service minimum. Mais quant à sortir un décret pour dire tous les fonctionnaires sont réquisitionnés, non mais c'est de la blague. Une léthargie totale au sein de l'opposition, c'est la conviction de Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin qui invite les membres de l'opposition à sortir de leurs réserves. En ce qui concerne le dialogue national convoqué par le chef de l'État, Aar Li Ñu Bokk n'y sera pas. Comme je dis à ces leaders que vous n'êtes pas dans le tempo de la demande sociale. Vous n'êtes pas dans le tempo des préoccupations sénégalaises. Vous êtes perçus comme étant ne sortant que pour parler des aspects politiques, même si c'est très important. Je suis d'accord que c'est très important. Je suis bien placé pour savoir que ce qui se joue là, si on ne le suit pas de près, va verrouiller le système et on va faire le bis repetita. Est-ce que vous allez prendre part au dialogue national? Non. Aar Li Ñu Bokk réitère son engagement dans la lutte contre ce qu'elle qualifie d'injustice sociale. Par sa voix, Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin indique que la plateforme va continuer le combat pour libérer les 9 personnes interpellées il y a plus d'une semaine devant le palais présidentiel. D'autres sujets également évoqués dans le jury du dimanche, notamment le naufrage qui s'est produit cette semaine au large de la Mauritanie, faisant 60 morts, dont une dizaine de Sénégalais. Ndeye Fatou Diop Blondin alerte sur la communication sur les réseaux sociaux. L'ancienne ministre des TIC, sous Abdoulaye Wade, décèle plusieurs limites. Regardez cet extrait de l'entretien avec Mamadou Ibra Kane. J'ai été effarée, peut-être qu'on y reviendra, de voir que même le président tweet pour parler des morts. C'est bien qu'il a dit insupportable, quelque chose insupportable. Oui, avec 15 Sénégalais. Mais alors, quand il tweet, il s'adresse à qui? Qui sont les jeunes qui sont prêts à mourir? Il s'adresse à qui quand il tweet? Aux Sénégalais, aux jeunes plus particulièrement qui sont sur ces réseaux sociaux. Les jeunes qui sont prêts à mourir? Oui, vous pensez que non? Ah non, on ne parle pas en tweetant. C'est le média. On ne parle pas à ces jeunes en tweetant. Comment leur parler? Et par quel canal? Ah non, il faudra leur parler? Je peux vous dire quand même que j'ai fait un peu de terrain politique. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les réseaux sociaux. Il y a encore beaucoup plus d'adultes qui ne sont pas dans les réseaux sociaux. Et on va refaire encore une entorse. Beaucoup de ces jeunes qui ont pris ces embarcations ne savaient même pas que les embarcations qui étaient parties, on a aujourd'hui arraisonné une embarcation. Beaucoup ne savaient même pas que les embarcations d'avant-hier, les gens sont décédés. Direction Thiès à présent pour parler de l'horticulture dans la zone des Niayes. Ceux qui s'activent dans cette culture des jardins se plaignent d'une concurrence qualifiée de déloyale et instaurée par des étrangers. Ces derniers seraient en train d'investir en masse dans ce secteur au moment où les horticulteurs sénégalais rencontrent d'énormes difficultés dans leur travail. Isidore Alexandre Sen que nous retrouvons à Thiès. Des espaces cultivables à perte de vue, la zone des Niayes est un de ces lieux qui nourrissent le Sénégal. Nous sommes à Notto-Goudiama, dans la région de Thiès. L'horticulture est la principale activité ici, mais le secteur reconnaît des difficultés. Manque d'eau, rétrécissement des terres arables, entre autres problèmes. Nous avons beaucoup d'espace, parfois 4 ou 5 hectares, mais c'est les moyens qui nous font défaut. Et comme vous le voyez, nos pompes fonctionnent avec du carburant. Et cela nous coûte cher, car ce carburant, il faut en acheter en grande quantité. Le gouvernement du Sénégal, en complicité avec les maires, favorise les Indiens au détriment des maraîchers sénégalais et c'est déplorable. L'installation d'investisseurs étrangers également entre le sommeil des maraîchers. Pourquoi notre gouvernement préfère les étrangers aux nationaux? C'est vraiment inexplicable. La présence des Indiens a non seulement des conséquences sur les paysans, mais aussi sur d'autres secteurs comme l'élevage, car ils occupent des pâturages et d'autres terres destinées aux paysans sénégalais.
Sur le commerce aussi, c'est le même cas. Les commerçants sénégalais sont déloyalement concurrencés par ces étrangers. Véritable pourvoyeur d'emploi, les agriculteurs de la zone des Niayes attirent l'attention des autorités sur leur quotidien de plus en plus difficile. Merci Isidore Alexandre Sen. Cette semaine, la gendarmerie de Somone a saisi des produits impropres que l'association française SOS Gazelle distribuait à des enfants démunis. La présidente de l'association admet qu'il y a eu bel et bien des produits impropres, mais précise tout de même qu'ils ont été emballés par mégarde. Véronique Chaplin répond à Aliou Khan, notre correspondant à Bourg. Effectivement, dans tous ces grands événements, on ne contrôle pas toujours tout. Et nous avions un bus plein à craquer d'affaires, de cadeaux, etc. Et notamment des cartons d'aliments et de boissons à distribuer aux enfants. Et parmi eux, dans le bus, nous avons pu voir que quelques cartons étaient périmés. Donc on les a mis de côté et nous sommes partis encadrer les enfants pendant les Olympiades nautiques avec les grands champions. Et en parallèle, effectivement, il y a quelqu'un qui est allé dans le bus faire des photos de ces cartons, mais ces cartons n'ont pas été distribués. Ce qui est important, c'est qu'on s'en soit rendu compte à temps, que les enfants n'ont reçu aucune denrée périmée, parce que c'est notre credo à tous. On est bénévole pour soutenir les enfants, que ce soit au Sénégal ou dans le monde entier. On ne veut que leur bien et leur sourire. On ne voulait surtout pas gâcher cette grande belle fête qui est préparée depuis longtemps. C'est la première fois qu'un Père Noël part du Sénégal pour sa tournée. Et puis des centaines d'enfants étaient ravis de ça. Les champions aussi sont donnés corps et âme. Et puis s'il y a cette solidarité depuis 25 ans, c'est parce qu'il y a du sérieux. Pour nous, c'est important puisque notre credo, c'est l'éducation par le sport et la santé. Donc la santé, ça veut dire bien s'alimenter, bien s'hydrater, ce qu'on a fait pendant ces 4 jours. Et des incidents de parcours, ça peut arriver. On aurait préféré venir nous voir en disant « Véronique, est-ce que tu as bien vu qu'il y avait des denrées périmées ?» Là, j'aurais vraiment apprécié ce geste. Et si on est tous pour les enfants, on s'entraide. Là, ça n'a pas été fait. La raison, je ne la connais pas. Et puis le 2 décembre dernier, Dakar a abrité la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. Y ont pris part plusieurs chefs d'État africains et des institutions de Bretton Woods. L'ère du temps prolonge le débat sur la dette du Sénégal précisément. Peut-on la qualifier de soutenable? La réponse des invités de Alassane Samba Diop. Il s'agit de Omar El Foutiouba, spécialiste en planification, et Abdoulaye Taye, enseignant-chercheur à l'Université de Bombay. Le point avec Mme Abdougué Kassé. À l'occasion de la conférence de Dakar sur le thème développement durable et dette soutenable, le chef de l'État Macky Sall avait fustigé l'image trop péjorative que l'on colle souvent à l'Afrique quand il est question d'endettement et qu'il fallait relativiser. Il avait d'ailleurs expliqué que le Sénégal fait figure de bon élève en la matière et que la dette est bien utilisée. Dans le cas du Sénégal, nous sommes dans des pays sous-développés, donc des pays à faible revenu, où tout est prioritaire. La dette doit faire l'objet en fait d'une utilisation importante, une utilisation rationnelle, une utilisation qui convienne à, pour ne pas dire l'ensemble, au moins à la majorité des acteurs. Son co-débatteur prend son contre-pied. Abdoulaye Taye est persuadé que la dette ne se rembourse jamais. Son problème, c'est plutôt le service de la dette. Nous sommes dans une économie de la dette. Sans la dette, l'économie ne marche pas aujourd'hui. La dette, elle est bonne, elle est mauvaise, ce n'est pas une bonne question. Pourquoi? Quand je me lève pour emprunter, je pense que j'ai un bon projet et je dois financer ce projet. C'est ma motivation, n'est-ce pas? Donc je vais le financer. L'enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey explique que le service de la dette du Sénégal est trop élevé et qu'il faut penser à le réduire. Si vous regardez le budget déjà prévisionnel de 2020, vous voyez évidemment que le service de la dette occupe un poste important. Pratiquement, c'est le premier poste ou le deuxième poste après les budgets de financement, de fonctionnement. Donc, ça va impacter sur justement nos dépenses sociales et ce n'est pas ce qui est bien. La Côte d'Ivoire et le Sénégal font office de locomotive en Afrique de l'Ouest en termes de maîtrise de leur taux d'endettement.
Les deux pays sont en deçà du plafond de 70% fixé par l'Union économique monétaire ouest-africaine. Les débatteurs dénoncent cependant les taux d'intérêt sur l'endettement imposés aux pays africains qui dépassent de très loin ceux exigés aux pays développés. Merci beaucoup, Mamadou Gaïkassé. L'AFP, l'Alliance des forces du progrès, a organisé un forum sur l'exploitation du pétrole et du gaz. Les représentants du parti issus des 14 régions du Sénégal ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'ils attendent par rapport à cette exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Ils disent être pour une économie pétrolière et gazière solide. Les explications du patron de l'AFP, Moustapha Niasse, interrogé par Abdourahmane Ly. L'AFP a participé évidemment et participe encore à ce débat, à la réflexion et à la recherche pour pouvoir comprendre les bases, les tenants et aboutissants de ces deux types d'économies, pétrolière et gazière. Et l'AFP a un laboratoire de recherche sur les matières. Ce laboratoire est dirigé par le professeur Moulou Diakha. Le temps était venu, selon nous, ensemble, nous avons discuté entre nous, pour dire qu'il faut peut-être pénétrer maintenant plus profondément dans ces matières-là, organiser un forum public. Nous avons eu 800 participants qui ont été individuellement identifiés pour échanger entre nous et demander à des experts extérieurs, des Sénégalais, qui sont venus nous expliquer, en fait, les bases principales de ces deux types d'économies. Vous avez vu que toutes les régions sont intervenues. Nous avons donné la parole à des camarades et nous avons ensemble élaboré, avant même l'ouverture de ce forum, des documents scientifiquement valables, profondément étudiés et structurellement élaborés. Maintenant que nous avons ensemble adopté les conclusions, tous ces documents vont être maintenant multipliés et envoyés dans les 557 communes que compte le Sénégal. Et nous travaillons dans le cadre de l'AFP. Ceux qui veulent venir, ils viennent, on leur donne les documents, mais c'est d'abord pour les militants de l'AFP, pour former nos militants. Et ce soir, nous retrouvons Cheikh Hassan Fall pour la page internationale. En Afrique du Sud, 4 mineurs portés disparus depuis vendredi dans une mine d'or à la suite d'un mini-séisme sont morts, a annoncé un communiqué du syndicat national des mineurs. Les espoirs de retrouver ces mineurs à plus d'1 kilomètre de profondeur étaient très faibles. Les équipes de secours avaient perdu tout contact avec eux depuis samedi matin quand l'un d'eux avait expliqué qu'il suffoquait. Une 5e personne grièvement blessée dans l'éboulement souterrain a pu être secourue dès vendredi. Elle est actuellement hospitalisée. Les accidents miniers sont fréquents en Afrique du Sud qui possède les mines les plus profondes au monde. En 2018, 81 personnes sont mortes dans les mines du pays, selon le ministère sud-africain des Mines. En Algérie, Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, a refusé de répondre aux questions du juge samedi alors qu'il comparaissait comme témoin dans un procès pour corruption d'anciens dirigeants en Algérie. Condamné à 15 ans de prison au mois de septembre pour complot contre l'autorité de l'État, il était considéré comme le grand Manitou du système Bouteflika après l'accident vasculaire cérébral subi par son frère en 2013. Il est accusé d'avoir demandé à des hommes d'affaires de réunir de l'argent pour financer la campagne du 5e mandat de son frère Abdelaziz Bouteflika en début d'année. Interrogé par le juge sur la somme d'argent et sur les instructions qu'il aurait données, Saïd Bouteflika est resté silencieux. Le juge a ordonné qu'il soit renvoyé à la prison militaire de Blida où il purge sa peine. Au Proche-Orient, le président iranien Hassan Rouhani a présenté au Parlement un budget de résistance face aux sanctions économiques américaines qui asphyxient l'économie iranienne. Dans son discours devant le Parlement, le président iranien a affirmé que l'Iran avait connu sa pire année sur le plan économique depuis la victoire de la révolution islamique de 1979. Le budget de l'an prochain reposera largement sur les taxes alors que le pays a de plus en plus de mal à exporter son pétrole à cause des sanctions pétrolières et bancaires américaines. Selon
de FMI, le PIB devrait reculer de près de 10% en 2019 alors que l'Iran connaît une inflation de plus de 40% et que la valeur de sa monnaie ne cesse de baisser. Le retrait unilatéral des États-Unis en 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien avec les grandes puissances, suivi du retour des sanctions américaines, ont durement frappé l'économie du pays, se réduisant par 5 ses exportations pétrolières. Le projet de budget a été présenté après les troubles qui ont secoué le pays à la suite de la hausse vertigineuse du prix de l'essence, ce qui présage une année particulièrement difficile, d'autant plus que le pays doit compter de moins en moins sur ses revenus pétroliers. Merci beaucoup, cher Hassan Afal, pour la page internationale. Et puis le reportage du jour, une découverte. Connaissez-vous le karting? Eh bien, c'est une discipline sportive qui se pratique avec de petits véhicules monoplaces, sans carrosserie, sans bois de vitesse, juste un châssis. Et de plus en plus de jeunes semblent attirés par cette discipline sportive, mais peu parviennent à se lancer à cause de la cherté du matériel. Et ce soir, Mamadou Bipa Sissoko et Barasso nous amènent au circuit du stade Léopold Sédar Senghor pour nous faire découvrir le karting à la sénégalaise. Ces voitures basses, composées apparemment que d'un châssis, s'appellent des karts. C'est avec que l'on pratique le karting. Il existe 2 catégories sur ce circuit, les Subaru et les Rotax, un peu plus puissantes. Oui, en fait, peut-être que, comme j'ai dit, il faut avoir déjà un kart. Et le kart, pour l'obtenir, il faut déjà des moyens, puisque le kart, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être en possession déjà d'un kart. Il faut être détenteur d'un kart pour pouvoir faire des courses, des compétitions dans la catégorie Rotax. Mais sinon, pour ce qui est des Subaru, nous avons une formation que nous faisons chaque année et durant 2-3 jours, qu'on puisse sélectionner des jeunes pour pouvoir faire la course des Subaru. Un sport qui est souvent qualifié de sport de riches. Non, je peux dire que, non, sincèrement, ce n'est pas un sport de riches dans la mesure ici. Tout le monde, ici, il n'y a pas que des riches. Tout le monde est là, on s'aide entre nous. Et vraiment, sincèrement, c'est une famille. Donc, entre nous, on s'aide et puis on s'échange des pièces, des pneus. On trouve toujours une solution aux problèmes des gens. Nous avons 2 catégories actuellement. On a la catégorie Subaru qui constitue les 10 à 15 ans et la catégorie Rotax qui sont les grands de 15 plus, voire plus. On a même des pilotes qui font des 60 ans passés. Même si le karting est un sport tout âge, sur ce circuit, les plus jeunes sont quand même très présents et avec des ambitions. Jérémy Sassine est âgé de 13 ans. Il évolue aujourd'hui en catégorie Rotax. Cette passion pour l'automobile, il l'a hérité de son père. Mon papa faisait des courses au circuit à Sinja et après il a fait du rallye et juste avant tout ça, vers les années 2000, il a fait du karting, des 24 heures de karting à la foire et en me racontant tout ça, ça m'a donné envie et dès que le kart a ouvert, il m'a amené là. Si, il y a des risques, mais en fait, plus on a peur, plus on fait des erreurs. Mais plus on est calme, moins on en fait. En faisant du karting, ceux qui sont plus évolués que moi, ils me font découvrir plein de choses. C'est-à-dire, les virages, je les prenais mal avant, ils m'ont appris et maintenant je les prends bien et petit à petit on évolue. Si Jérémy, lui, rêve de devenir pilote professionnel plus tard, Nefatongom, âgé de 11 ans, pratique le karting juste pour se divertir. Non, c'est pas difficile, c'est comme de la voiture automatique. La différence, c'est que dans les voitures automatiques, des fois il y a les boîtes. Pour le karting, c'est automatique, c'est seulement tes pieds et ta tête.
Une fille peut faire ce que les garçons font, comme il y a les filles qui font le foot comme les garçons. Je veux leur montrer que je peux faire tout ce qu'ils font. Au-delà des notions de pilotage que l'on acquiert grâce au karting, d'autres aptitudes peuvent être développées avec le temps. Par exemple, une bonne maîtrise des éléments mécaniques qui composent le véhicule. Voilà, donc là nous avons le frein, ici l'accélérateur, ici on a le volant, et ça c'est ce qui prend le temps des tours sur la piste. Là c'est la batterie avec le démarrage du kart. C'est Sergé ou pas? Ouais, Sergé. Là nous avons les poids, et les poids c'est en fonction des pilotes. Par exemple si on pèse le poids et on pèse les pilotes pour atteindre une limite de poids et mettre tout le monde au bon poids, quoi. La limite du poids c'est 150 kg. On a des moteurs de 21 chevaux et des moteurs de 23 chevaux et 30 chevaux. Ceux qui sont autorisés sur le circuit c'est 21 chevaux et 23 chevaux. Il faut dire que le kart, c'est la base, la source de toute compétition dans l'avenir, surtout dans le sport automobile, le sport mécanique. Aujourd'hui, tous les grands champions sont passés par le kart, puisque c'est de là que vous avez beaucoup de repères, vous avez beaucoup de connaissances pour le pilotage en fait. Tous les champions sont passés par le kart. Aujourd'hui, les sports mécaniques attirent des jeunes de plus en plus et des passionnés de sensations fortes. Mais au Sénégal, le principal frein demeure le manque de moyens. Mais ce jeune, déterminé et doté d'un bon encadrement, souhaite plus tard intégrer, pourquoi pas, la prestigieuse Formule 1. Merci Mamadou Vipassi Soro pour ce reportage sur le karting. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. À suivre tout à l'heure à 22h votre émission sportive Omnisport avec Pape Malik Diaw et Malik Chandoum et le desk sport de la maison. Merci donc de nous avoir suivis. Et pour d'autres infos à minuit, Babanjai va revenir pour Djouki Pribari. Et moi, j'ai été heureuse de vous avoir accompagné ce week-end. Bon début de semaine à tous.